intervention. Et je me tourne maintenant, si je puis dire, en tout cas, je tourne mon regard vers Monsieur Screr. Merci, Monsieur le bourgmestre. Eh bien, c'est un grand plaisir, évidemment, d'intervenir sur ce dossier parce qu'on touche vraiment aux grands enjeux, à l'avenir de la ville. Parfois, quand on est conseiller communal, on a l'impression de s'occuper de petits dossiers insignifiants par rapport aux grands enjeux de société, mais ici, on touche vraiment à des questions qui vont définir profondément ce que sera la vie de nos concitoyens, non seulement ceux qui sont là aujourd'hui, mais également ceux qui vivront dans notre belle ville pour les prochaines générations. Et donc, je me réjouis de tenir ce débat ici. Et bien sûr, c'est un processus qui est inévitablement frustrant. Cependant, je vais prendre le parti de voir le verre à moitié plein aujourd'hui, en dépit des imperfections du projet. C'est une procédure que nous avons demandée depuis des années. Vega est intervenu pendant la mandature précédente à plusieurs reprises pour demander qu'un processus comme celui-ci se tienne. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'il ait lieu. Qu'il ait lieu de surcroît avec une réelle ambition, parce que le choix qui a été fait de mandater 3 bureaux qui sont loin d'être des bureaux de star architectes, contrairement à Mme Fassod, je ne pense pas que ce choix est un mauvais choix. Je pense que les 3 bureaux qui ont été choisis reflètent une diversité de points de vue et une qualité de regard qui, à mon avis, sont pertinentes par rapport au travail que nous avons à mener ici. Et le fait que ça ne se traduise pas immédiatement dans des recommandations concrètes est plutôt une bonne chose, parce que ça ouvre le débat et ça permet d'avoir une réflexion sur l'avenir qui soit féconde. Et donc, voilà, je voudrais d'abord dire ça. La procédure me semble d'autant plus intéressante que la ville s'est donné l'occasion de travailler hors procédure wallonne, puisqu'on est dans un pré-SDC, en fait, maintenant, et que le cas échéant, on rentrera dans un SDC. Alors, évidemment, ce SDC réglementaire, si on y arrive, sera le moment de tous les dangers, parce que ça peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bien pour l'avenir. Ça peut aussi couler dans le bronze des choses qui nous poseraient problème. Dès lors, j'en viens tout de suite aux orientations de fond. À mon avis, 2 grandes questions sont posées aux Liégeois, aux Liégeoises et à leurs représentants, parce que je pense que le conseil communal doit avoir la première main dans cette discussion. 2 questions essentielles sont posées. C'est d'abord, quels sont les besoins en logement et où doit-on les localiser? Je pense que c'est vraiment la question qui est centrale ici, et toutes les autres en découlent. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a une conflictualité sociale autour de ces questions du logement que nous en sommes, à mon avis, venus à avoir ce processus, qui est une bonne façon de l'aborder. Alors, les besoins en logement, j'entends en fait 2 écoles. J'entends une école qui est celle du PTB qui dit il faut des logements, il faut des logements, il faut des logements. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Et j'entends d'autres voix qui disent oui, mais en fait, on n'a pas tellement besoin de logements que ça. Regardez, en fait, il n'y a pas tellement de Liégeois qui viennent, etc. Et là, j'aurais envie de dire 2 choses. D'abord, nous devons avoir une approche politique de cette question des besoins en logement. Notre rôle n'est pas d'être les comptables des mouvements de population qui ont lieu. Aujourd'hui, les mouvements de population sont des mouvements qui fuient la ville, qui défavorisent la ville, qui détruisent le territoire. Et effectivement, le laisser-aller qui continue dans cette matière consiste à ce que de plus en plus de logements, par exemple, vont aller se localiser dans l'arrondissement de Wiwarem au détriment de la métropole liégeoise, parce que c'est des gens qui prendront le 40 pour monter à Bruxelles ou l'autoroute de Wallonie pour aller à Namur travailler, parce que c'est là qu'aujourd'hui on trouve plus facilement de l'emploi. Ça, c'est une approche libérale. Et je ne peux pas me résoudre à cette approche. Je pense que nous devons avoir une approche politique, proactive, qui consiste à dire que si nous avons une vision du territoire qui est une vision dans laquelle on arrive à un modèle durable de localisation du logement, il faut que les logements se situent à proximité des axes de transport en commun et donc prioritairement en milieu urbain. Ça ne veut pas dire entasser tous les uns sur les autres, mais ça veut dire que nous avons besoin de construire. De surcroît, on sait que, par exemple, le réchauffement climatique s'accélère de façon préoccupante. Je pense que nous serons amenés, dans le siècle qui vient, à accueillir un certain nombre de voisins hollandais qui viendront s'installer en métropole liégeoise parce que les Pays-Bas vont devenir de moins en moins habitables, en tout cas au niveau des côtes. On va avoir toute une série de réflexions comme ça qui doivent nous amener à être un peu ambitieux dans la quantité de logements qu'on doit produire. Cependant, il faut que ces logements répondent à une typologie qui correspond aux besoins de la population. Et aujourd'hui, on a un vrai gap à ce niveau-là entre des logements qui sont produits notamment par des sociétés de promotion et des besoins en logement, notamment des classes populaires de notre ville,
qui ne trouvent pas de réponse dans l'offre de logement neuf telle qu'elle se produit aujourd'hui. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de faire se rencontrer les besoins et l'offre. Et la ville doit avoir un rôle, et je pense que c'est un des rôles du SDC, c'est de penser quel logement on a besoin. Deuxième question, c'est où doit-on localiser le logement? Alors, je pense que d'ores et déjà, 2 écoles sont affirmées dans ce processus du SDC. On a l'équipe des Vignes qui nous dit en substance, si vous voulez ramener des gens qui ont des moyens à Liège, vous devez urbaniser les espaces verts sur les plateaux. On va faire du logement de grande qualité, en bordure des terrils, en bordure des grands poumons verts qui restent. Alors cette logique exprimée par des Vignes est une logique effectivement exprimée de façon relativement subtile, mais qui consiste quand même à mordre sur ces espaces, de surcroît à localiser les logements, pas toujours de façon idéale au niveau du transport. Je pense que l'approche de Desvignes est une approche qui va augmenter fortement la dépendance à la voiture et réduire la quantité d'espaces verts. L'autre approche qui est affirmée dans le SDC, c'est celle de Baumans de Fait. Et que nous dit Baumans de Fait? Ils nous disent il est possible de mettre la grande majorité des logements dont nous avons besoin dans le cœur urbain, au bord des axes de transport en commun, en requalifiant des territoires qui sont aujourd'hui en situation difficile, avec un projet emblématique qui est celui de toute la reconversion du boulevard de l'Automobile, projet que je partage complètement, et pas uniquement en tant qu'élu du quartier des Vennes d'ailleurs, mais je pense que c'est véritablement l'ambition dont on a besoin et qu'on attend depuis 20 ans. Il est temps de transformer ce boulevard de l'Automobile en un boulevard d'autre chose que l'automobile. Et donc, je pense que les groupes doivent se positionner sur ces 2 questions. Combien de logements veut-on produire et où doit-on les mettre? Voilà, la réponse de Vega, c'est on doit en produire beaucoup, sans doute plus que 15 000, et il faut voir au-delà de l'horizon 2030 ou 2035, ou même 2040 qui ont été évoqués dans les études récentes. On doit plutôt voir aujourd'hui à 30, 40 ans devant nous, et à cet horizon, il n'est pas déraisonnable de penser qu'on a besoin de 20, 25 000 logements, et il est possible de localiser ces 20, 25 000 logements sur le territoire existant, sans affecter les poumons verts. Et où doit-on le localiser? Eh bien, moi je pense qu'on doit le localiser principalement le long des axes de transport en commun existants ou à créer. Voilà, ça c'est ce que je développerai dans la contribution écrite que vous nous demandez, monsieur le bourgmestre. Mais ceci nous amène à un deuxième enjeu qui est celui des moyens. Et là, évidemment, ça pique un peu plus parce que, une fois qu'on ouvre ce grand débat sur l'urbanisme, eh bien, on va vite être confronté à la difficulté de mettre en œuvre les ambitions qui sont affichées, notamment parce qu'effectivement, une bonne partie du foncier concerné est un foncier privé, un foncier bâti, un foncier sur lequel on a des nappes de parking, sur lequel on a des boîtes à chaussures, etc. Et on sait qu'exproprier pour tout démolir, pour refaire un véritable tissu urbain, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à la portée aujourd'hui des moyens de la ville de Liège. Dès lors, premier enjeu, me semble-t-il, qui doit aller, là aussi c'est un sujet sur lequel j'interviens, je pense, plusieurs fois par an depuis que je suis élu, nous avons besoin d'un outil de maîtrise foncière, d'un outil capable de capter la plus-value foncière. Car les investissements que nous allons réaliser, que nous allons organiser, vont avoir pour effet de faire augmenter la valeur du foncier, par exemple le long d'une ligne de tram, le long d'une ligne de BHNS, à côté d'une infrastructure majeure. Est-il acceptable, est-il souhaitable que des grands propriétaires privés qui n'ont pas bougé le petit doigt pour faire évoluer la situation soient les seuls bénéficiaires de cet investissement? Je pense que ça se discute. Et on sait qu'il existe des exemples, notamment dans un certain nombre de métropoles françaises, où le pouvoir public se donne les moyens de capter cette plus-value foncière, ce qui lui donne ensuite des moyens pour investir et pour financer les investissements. Je pense que c'est une politique qui devrait être menée au niveau de la métropole, mais elle est déjà envisageable au niveau de la ville, et elle passe par des outils de préemption foncière qui permettent, avant de mener les opérations, de prendre le contrôle de terrains qui sont, je ne parle pas ici de logements de particuliers, bien sûr, hein, je parle de terrains de nature commerciale, par exemple, qui vont ensuite être les supports d'un développement futur. Premier enjeu de moyens. Deuxième enjeu de moyens, c'est évidemment la mobilité. Et là, je ne peux que constater qu'il y a vraiment un gap entre l'affirmation d'ambition d'un côté et les moyens envisagés de l'autre. Si on décide de faire une métropole bas carbone, une métropole résiliente sur le plan climatique, une métropole densifiée, une métropole dans laquelle on va avoir des grands ensembles repensés et intéressants, et pour moi, c'est pas forcément le terme grands ensembles n'est pas un repoussoir. Évidemment, ce qui va avec ça,
c'est des moyens de mobilité convergents, c'est-à-dire un vrai réseau cyclable de type hollandais. On a énormément de peine aujourd'hui à produire quelque chose qui arrive à la cheville de cet exemple, et puis surtout du transport en commun. Et là, on a deux outils majeurs. C'est d'abord le REL. Il est grand temps de penser le chemin de fer comme l'épine dorsale de notre réseau de transport à l'échelle de l'agglomération, et même à l'échelle de la très grande agglomération, jusqu'à Waremme, jusqu'à Maastricht, jusqu'à Verviers, avec des horaires cadencés au quart d'heure, voire plus que ça, à l'heure de pointe. Et là, il y a une ambition qui aujourd'hui fait totalement défaut. Je n'entends pas les députés liégeois monter au créneau là-dessus, je n'entends pas les autorités locales faire de ce sujet un véritable cheval de bataille, alors que c'est indispensable. Et puis, monsieur le bourgmestre, et je dirai cela jusqu'à mon dernier souffle, nous avons besoin d'une seconde ligne de tram. Et ce n'est pas un caprice, ce n'est pas le plaisir juste d'amener le tram en rive droite, c'est une nécessité vitale aujourd'hui, et surtout une nécessité pour crédibiliser les ambitions que vous affichez par ailleurs. Si vous voulez qu'on transforme le boulevard de l'automobile ou qu'on puisse développer le Croissant d'Or, et notamment sa partie liégeoise, c'est-à-dire la percée disons, entre Fontainebleau et puis la place Saint-Nicolas, si on veut réussir ces opérations qui sont tellement vitales en termes de qualité de vie pour les habitants qui sont là, en termes d'image de la ville, en termes de capacité à localiser des infrastructures, à localiser des équipements importants dont nous avons besoin pour remettre Liège dans un rôle de centralité plus affirmé, nous avons besoin du tram, de cette deuxième ligne de tram. Alors j'entends, et c'est une avancée importante, monsieur le bourgmestre, que vous présentez aujourd'hui la ligne BHNS de la transurbaine en BHNS comme une forme de pré-tram. Je m'en réjouis parce que ça marque une inflexion dans le discours. Cependant, cette ambition, comme telle, n'est pas satisfaisante. D'abord parce s'il s'agit de faire du pré-tram, le coût est quasiment équivalent à celui du tram. Pourquoi ne pas aller directement au tram? Ensuite, en termes de capacité, ce pré-tram ne rencontrera pas les besoins qu'on dessine aujourd'hui sur les axes en question. En termes de signal urbain, on ne parviendra pas non plus avec un BHNS au même effet qu'avec un tram. Si vous amenez un tram demain sur le boulevard de l'automobile, le message vers le privé sera tout à fait clair. Et contrairement au PTB, je pense qu'on ne pourra pas se passer du privé. Il faut pouvoir l'orienter et il faut pouvoir tenir compte du fait que dans la production urbaine, il y a des acteurs privés et il faut savoir quel niveau de jeu on va leur imposer. Le tram est une manière d'augmenter ce niveau de jeu pour tout le monde. Dernière chose en ce qui concerne le pré-tram ne permet pas l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait d'avoir un véhicule qui passe d'une ligne à l'autre, dont nous avons évidemment besoin, par exemple, pour créer une ligne entre Anse et Coron-Meuse. Et donc nous avons besoin d'un standard technique unique. Ça, c'était pour la mobilité qui nous amène à constater dans les travaux de ce SDC que le PUM, Plan Urbain de Mobilité, est déjà périmé. Le PUM n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on affiche ici. Et donc, il va falloir arrêter de considérer le PUM comme la Bible. Le PUM est une étape dans un processus qui aujourd'hui est déjà daté et qu'on doit déjà mettre derrière nous pour aller vers des ambitions plus fortes. Troisième enjeu en termes de moyens, c'est qu'il va falloir accepter de faire une démarche de cohérence entre les projets. Ici, c'est particulièrement cinglant sur Bressou, puisque à Bressou, on a développé toute une série de projets, la foire internationale de Liège, qui s'appelle désormais Liège Expo, l'entrepôt, le dépôt et le site de remisage de maintenance du tramway, et quelques autres. Mais on les a disposés sur le territoire, sur cette grande plaine de Bressou, ce magnifique site de 25 hectares entre chemin de fer et Meuse, on les a disposés n'importe comment. Alors on a méritoirement l'atelier AUC qui arrive et qui essaye de proposer une cohérence à ça, qui explique qu'on va faire une croix d'espace public, c'est laborieux, c'est compliqué, sauf qu'on se retrouve avec ce grand espace public auquel la file tourne le dos. Ça n'a évidemment aucun sens. Et là, je note que la file est aujourd'hui en difficulté sur le plan budgétaire, et pour cause en raison des augmentations de prix de la construction. Je me demande si ce n'est pas l'occasion de repenser le dossier pour le mettre en cohérence avec la planification qui est aujourd'hui envisagée sur le site de Bressou, et pour envisager les besoins qui sont présents sur le site de Bressou, notamment la jonction vers Jupille. Je pense qu'il est très important que ce site ait une ouverture vers Jupille, qu'on prévoit que le tram, pas tout de suite, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sera prolongé vers le cœur de Jupille. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, tel qu'on l'a dessiné. Il est nécessaire de prévoir les extensions de la foire internationale de Liège Expo. On a un projet qui est aujourd'hui beaucoup trop petit, il faut prévoir sa capacité à grandir.
si en tout cas on a une ambition métropolitaine. Et donc voilà, cet enjeu de cohérence. Quatrième enjeu en termes de moyens, c'est évidemment l'échelle. Tout nous montre dans les travaux de ce SDC que les limites communales de Liège sont trop petites, sont étriquées. À tout moment, nous sommes en prise avec Saint-Nicolas, Anse, Herstal, Serein, Bénezet, Choufontaine, sans arrêt. Dès qu'on travaille sur l'urbanisme, c'est ça qui se passe. Alors, moi, je pense vraiment que nous avons besoin non pas d'une ASBL de bourgmestre qui prétendent à certaines prérogatives, mais bien d'une institution publique avec une élection directe et un pouvoir fiscal, ce qui implique de priver la province de ses attributions, de façon à disposer d'une autorité métropolitaine qui sera capable d'assumer la cohérence territoriale des projets dont on parle ici. Je vais juste souligner 2 exemples. Le premier, c'est le pôle commercial de Recours et à l'heure, qui est identifié comme un des enjeux majeurs de ce SDC. Il me paraît difficile de penser Recours sans penser à l'heure à côté. Par exemple, nous avons la possibilité de rouvrir une ligne de train entre Anse et Liers, qui viendrait avoir un arrêt en plein cœur du pôle commercial de Recours et à l'heure, à peu près à mi-chemin entre le site du Cora et le site du Macro. Ce genre de projet ne peut se penser qu'à l'échelle supracommunale. Et si nous voulons que Recours se transforme, que Recours soit autre chose qu'un aspirateur à voiture, que des nappes de parking, que cet espace tellement dégradé qu'il est aujourd'hui, en tout cas pour sa partie commerciale, je pense qu'on doit avoir une ambition qui est une ambition supracommunale, et puis aussi, en ce qui concerne le foncier commercial, une ambition de transformation qui va réclamer des moyens confère l'enjeu de maîtrise foncière. Deuxième enjeu supracommunal, c'est pour moi celui de Sclessin-Hougré, où on a là qui se dessine potentiellement un pôle événementiel, culturel et sportif, dont Liège, à mon avis, a le plus grand besoin. Alors, les équipements sont en partie là, on a le stade du Standard, on a les ateliers centraux qui sont en train d'être rénovés, on a toute une série d'équipements, mais qui aujourd'hui ne font pas partie d'une vision. Or, nous pouvons insérer ces différents projets dans une vision. Nous pouvons, en collaboration avec nos collègues de Serein, faire du HFB un des emblèmes de cette métropole autour duquel se dérouleront des grands événements, par exemple les Ardentes, au pied duquel démarrera un téléphérique allant vers le campus, qui sera un véritable pôle de mobilité associant train, tram, grandes lignes de bus, terminus de bateaux, téléphériques. Tout ça est possible, mais là encore, nous avons besoin d'une vision supracommunale. Alors, je termine sur les enjeux de concertation et de procédure. Je pense que dans un processus comme celui-ci, la publicité est indispensable assez tôt. Je pense que ce n'est pas mettre en danger le processus que d'expliquer à nos concitoyens ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui est proposé, ce qui est sur la table. Parce que je salue l'existence de la fabrique urbaine, mais effectivement, elle n'est composée de quelques dizaines de personnes cooptées par le collège, on ne sait d'ailleurs pas trop sur quels critères, mais il y a énormément d'acteurs associatifs, culturels, économiques de la ville qui ne sont, à mon avis, même pas informés de l'existence de ce processus et qui pourront éventuellement tomber de haut si demain des propositions relativement fortes sortent de ce processus. Et donc, je vous encourage vraiment, et je comprends que les circonstances n'aient pas favorisé cela, mais je vous encourage vraiment, disons, d'ici le printemps, à envisager des moments de publicité autour de ce qui se joue ici. Pourquoi pas une grande séance retransmise, voilà, comme on l'avait fait, à l'Orchestre Philharmonique, je ne sais plus, c'était à l'occasion de la candidature pour Liège 2017 ou à d'autres moments. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine, en donnant la parole à l'ensemble des voix, et notamment à l'ensemble des groupes du Conseil. Ça ne doit pas être le collège uniquement qui assume cette publicité, mais en faisant en sorte que le débat soit possible. La deuxième chose, c'est que les questions qui sont abordées ici demandent un temps véritablement conséquent pour être approfondies. Et les quelques moments d'échange qu'on a eus ne permettaient pas du tout ça. On avait quelques minutes d'intervention, ce qui était frustrant pour tout le monde, avec effectivement une animation qui était un peu trop animante. Et voilà, personnellement, ça m'énerve un petit peu, mais je pense que nous avons besoin de nous retrouver autour de table pendant une après-midi, une journée, faire une charrette urbanistique, un séminaire, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais faire des moments où on peut véritablement approfondir les questions et en parler de façon beaucoup plus détaillée. Et alors, je note que dans cette fabrique urbaine, vous n'arrêtez pas de parler de démocratie participative. J'avoue que ça me pose un peu question, parce que la démocratie participative, ça ne consiste pas à coopter 50 personnes et puis à les faire débattre.
la démocratie participative, si tant est que ça existe, ça doit être un processus bien plus ouvert que ça, bien plus pluriel que ça. Et j'ai noté dans les petits sondages qu'on nous a amenés à faire, à un moment donné, il était demandé quel pourcentage des participants habitaient la ville de Liège. Et j'ai noté avec une très grande surprise que 43% des participants n'habitaient pas Liège. Alors, si ce sont des riverains des communes périphériques, ma foi, pourquoi pas, les intérêts, mais alors assumons-le. Mais s'il s'agit, comme c'était le cas d'un certain nombre de promoteurs bruxellois qu'on a invités à débattre, là, j'ai vraiment un gros souci si on nomme ça démocratie participative. Je pense qu'on peut négocier avec des promoteurs bruxellois, mais certainement pas considérer que leur voix est une voix qui exprime l'opinion et la sensibilité qui est celle de nos concitoyens. Voilà, alors pour conclure, je vais juste dire que des études remarquables, on en a déjà vu un certain nombre passer. Par exemple, l'étude de la transurbaine, par exemple, enfin, il y en a vraiment pas mal qui ont émaillé le débat urbanistique ces 10 ou 20 dernières années. Je pense que l'étude Semali Transitech de 2000-2001 était aussi un moment très fondateur qui a eu beaucoup d'influence et qu'on devrait d'ailleurs peut-être relire en matière de transport et de structuration du paysage. Mais ces études n'ont évidemment de valeur que si si le pouvoir politique s'en empare et si le pouvoir politique en fait quelque chose. Lors d'une récente réunion, je ne sais plus laquelle, vous m'avez répondu que quand on veut, on peut, que quand le projet est là, la qualité du projet est là, on trouve les moyens pour le réaliser. Je vous engage vraiment, monsieur le bourgmestre, alors que vous avez maintenant une vingtaine d'années de carrière, alors que vous arrivez peut-être à la fin de votre parcours de bourgmestre, si pas en 2024, sans doute pas plus tard qu'en 2030, à terminer ce parcours en beauté, en étant celui qui réunit les moyens nécessaires à ce que le projet du SDC ne reste pas lettre morte, mais se traduisent sur le plan de la maîtrise foncière, sur le plan des outils de mobilité, sur le plan de la métropole. Je pense que si vous léguez à Liège un outil de maîtrise foncière, une deuxième ligne de tram et une métropole réellement capable de ses ambitions, vous resterez dans l'histoire, monsieur le bourgmestre.